Le Parlement britannique décidera ce soir si Boris Johnson, accablé par le scandale de ses soirées pendant la pandémie, pourra conserver son poste à la tête du pays. Alors que les combats se poursuivent dans le Donbass, le président Zelensky s'est rendu dimanche sur la ligne de front. Kiev a été touché par des frappes aériennes pour la première fois depuis plus d'un mois. Une trentaine de vétérans américains ont fait leur retour en Normandie après 2 ans de Covid pour commémorer le 78e anniversaire du D-Day, le jour du débarquement. Le Partygate continue de le poursuivre. Le Premier ministre britannique Boris Johnson sera soumis ce lundi soir à une motion de défiance par la Chambre des communes. Il est critiqué pour sa participation à des soirées arrosées dans les jardins de Downing Street pendant la pandémie de Covid-19. S'il n'obtient pas une majorité absolue de votes, la recherche d'un successeur sera lancée au sein des Tories, le parti conservateur britannique. Le seuil de 15% des membres du groupe parlementaire qui demande une motion de défiance contre le Premier ministre a été dépassé. Par conséquent, un vote de défiance aura lieu ce soir à la Chambre des communes entre 18h et 20h et nous annoncerons le résultat peu de temps après. L'affaire a été ravivée par la publication d'une enquête interne accablante la semaine dernière. Le Premier ministre a été hué à son arrivée aux célébrations du jubilé de la reine Elisabeth. Et d'après un sondage, 3 Britanniques sur 5 estiment qu'il devrait démissionner. Remonter le moral de ses troupes et avoir une vue d'ensemble des opérations militaires. C'étaient les objectifs de Volodymyr Zelensky qui s'est rendu dimanche sur la ligne de front dans le Donbass. Le président ukrainien s'est entretenu avec des militaires mais aussi des familles et des déplacés internes, originaires notamment de Mariupol, la ville martyre presque entièrement détruite par l'armée russe. Dans la capitale Kiev, des tirs de missiles ont frappé tôt la ville dimanche matin, touchant principalement des infrastructures ferroviaires. Le Kremlin affirme toutefois avoir visé un dépôt de chars fourni par l'Europe. C'est la première fois que Kiev est frappé depuis le 28 avril, la Russie concentrant ses attaques sur le Donbass dans l'est du pays. Mais le président russe Vladimir Poutine a promis qu'il étendrait sa zone de frappe si l'Occident tient ses promesses d'envoyer des armes à longue portée à l'Ukraine. Malgré cet avertissement, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle allait livrer à l'Ukraine une cargaison de lance-roquettes plus moderne que ceux utilisés actuellement par ses troupes. Dans le même temps, alors que Moscou continue de pilonner l'est de l'Ukraine, une frappe aérienne a touché la ville de Druzhkivka, détruisant des bâtiments et faisant au moins un mort. À Severodonetsk, l'armée ukrainienne assure avoir repris la moitié de la ville et progressé dans ce territoire clé du Donbass. Une trentaine de vétérans américains ont fait leur retour en Normandie après 2 ans de Covid pour commémorer le 78e anniversaire du D-Day, le jour du débarquement. Parmi eux, l'écrivain et vétéran décoré de la Seconde Guerre mondiale, Charles Shea. Il est aujourd'hui attristé par la guerre en Ukraine. Ce qui se passe en Ukraine est très triste. Je suis désolé pour ceux qui vivent là-bas. Je ne sais pas quel est le sens de cette guerre. Mais je pense que l'être humain aime se battre. Je ne sais pas. On va voir ce qui se passe par la suite. En 1944, j'ai débarqué sur ces plages et nous pensions que nous allions apporter la paix au monde. Mais ça n'est pas possible. Le 6 juin 1944, 176 000 hommes débarquent en Normandie. Ils sont américains, britanniques, canadiens et français. Les Alliés portent un coup fatal à l'Allemagne nazie et amorcent la fin de la Seconde Guerre mondiale. 78 ans plus tard, la guerre est toujours présente en Europe avec l'invasion russe de l'Ukraine. Les candidats pro-Macron arrivent majoritairement en tête chez les Français de l'étranger qui ont voté ce week-end pour le premier tour des législatives. Le camp du chef de l'État est arrivé en tête dans 8 circonscriptions sur 11, mais il est talonné par les candidats de la NUP, l'Alliance de la gauche, qui sont parvenus à se qualifier pour le deuxième tour dans 10 circonscriptions.
Ils sont même arrivés en tête dans 2 territoires, notamment dans la 5e circonscription qui comprend la péninsule ibérique et Monaco. L'ex-premier ministre Manuel Valls, investi par la majorité, y a subi une lourde défaite en ne parvenant pas à se qualifier pour le 2e tour. Je ne peux pas ignorer mon score et le fait que ma candidature n'a pas convaincu, a déclaré l'ancien premier ministre sur Twitter avant de quitter le réseau social. Selon les chiffres provisoires, les Français de l'étranger semblent s'être davantage mobilisés qu'en 2017, même si la participation reste très basse. Elle est située entre 12 et 29% selon les circonscriptions. Autre enseignement, la popularité du vote électronique accessible aux Français de l'étranger et qui a concerné 77% des suffrages. Les électeurs de la métropole s'exprimeront eux dimanche avant le 2e tour le 19 juin. Les autorités du Bangladesh accusent l'exploitant d'un dépôt de conteneurs de ne pas avoir informé les pompiers de la présence de produits chimiques quand ils sont intervenus samedi dans un entrepôt en flammes situé à environ 40 km du grand port de Chittagong. L'incendie a provoqué une importante explosion. Au moins 49 personnes sont mortes, dont 9 pompiers. 300 personnes ont également été blessées. Les manœuvres Boltops 22 organisées par l'OTAN dans la Baltique ont débuté dimanche. Parmi les navires mobilisés, le destroyer américain Gravely dans le port de Gdynia en Pologne, proche de l'enclave russe de Kaliningrad. Plus conséquent que l'année dernière du fait de l'invasion russe en Ukraine, les exercices mobilisent 7000 soldats pendant 13 jours et incluent la Suède et la Finlande, en passe de rejoindre l'Alliance Atlantique. La réponse ne s'est pas fait attendre et elle sent la poudre. En réponse aux missiles à courte portée tirés dimanche par la Corée du Nord, la Corée du Sud et les États-Unis lancent ce lundi 8 missiles balistiques en mer du Japon pour démontrer leur capacité de réaction. C'est la 2e démonstration de force conjointe des alliés sous la direction du nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol qui a promis de durcir sa position face aux provocations du Nord. Le mois dernier, Séoul et Washington ont procédé à des lancements combinés, une première depuis 2017 après le tir par Pyongyang de 3 missiles balistiques, dont un présumé à portée intercontinentale. Le torchon brûle en Israël au sujet du drapeau palestinien et la paix semble bien loin. Le 1er juin dernier, les autorités retirent le drapeau rouge, noir, vert et blanc d'un immeuble de Tel Aviv, accroché là par des militants de l'amitié entre les peuples palestiniens et israéliens. Israël est en passe d'adopter une nouvelle loi pour interdire le drapeau palestinien dans les institutions financées par des fonds publics. Mais au-delà, ce drapeau est de moins en moins accepté dans ce pays qui abrite 20% de Palestiniens. Arraché à plusieurs reprises par des extrémistes ou les forces de l'ordre, comme lors de l'enterrement de la journaliste d'Al Jazeera. Lors des accords de paix d'Oslo en 1995, le drapeau a été reconnu comme le drapeau de l'autorité palestinienne. Mais depuis plusieurs années de relations à nouveau glaciales, il n'est plus le bienvenu. Au cours des 10 dernières années, le drapeau palestinien est devenu une menace pour la société israélienne, en particulier pour les gens de droite ici en Israël. Ils utilisent le drapeau israélien afin de montrer leur nationalisme ou leur patriotisme, pas seulement pour l'État d'Israël, mais pour la terre d'Israël. Et ils ne comprennent pas que parmi nous vivent des Palestiniens. Le drapeau, c'est le moyen de marquer son territoire. Quand les extrémistes israéliens manifestent avec le leur, un drone transporte un drapeau palestinien au-dessus de leur tête. Alors que les pourparlers de paix ne sont plus qu'un lointain souvenir et que l'occupation se prolonge, la bataille autour du drapeau montre à quel point le statut d'État palestinien est loin d'être une réalité. Sous la pluie de Cardiff, le coup franc victorieux de Gareth Bale envoie le Pays de Galles au Qatar pour le prochain mondial de foot, une première qualification depuis 1958. Cruelle déception pour le capitaine ukrainien Andriy Yarmolenko, fautif sur le seul but encaissé par son équipe, synonyme d'élimination dans ce match de barrage. Le destin de la Sbirna, dominatrice au fil du match, est suivi avec ferveur par des supporters qui espèrent oublier, le temps d'un match, la guerre qui ravage leur pays. Leur déception est immense. C'est très décevant, nous étions extrêmement nombreux à souhaiter une victoire. Une victoire ô combien nécessaire pour le peuple ukrainien. La vie continue. Aujourd'hui, nous devons mener des batailles autrement plus importantes. Pas sur un terrain de foot, mais sur le champ de bataille.
Les forces armées ukrainiennes nous montrent l'exemple pour combattre, chacun sur son propre champ de bataille. Le Pays de Galles, dernier qualifié européen, rejoindra son voisin anglais, les États-Unis et l'Iran dans le groupe B pour le début de la compétition en novembre.